Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, dans cette nouvelle réunion d'harmonisation de l'équipe d'auditeurs chez Certifopac. Cette réunion donc, date de janvier 2021. Je suis Jimmy Martin et je suis en compagnie de Tanguy Martin qui va m'accompagner sur les autres items présents dans la réunion. Alors, aujourd'hui, on va traiter de plusieurs points, notamment un premier qui est celui du contexte et de l'actualité autour de la certification Calliope. Nous verrons ensuite différentes mises à jour documentaires que nous vous présenterons au travers de la procédure de certification et de différents changements qui sont survenus dans vos missions au travers notamment de la grille d'audit et de certains éléments. On fera bien sûr un point assez intéressant au regard du retour d'expérience de l'année 2020 et des audits qui ont été mis en œuvre, que ce soit sur site ou en visioconférence. Et enfin, nous ferons bien sûr un débriefing sur les grandes attentes, les grands attendus de la posture de l'auditeur. Alors déjà, bien sûr, tous nos voeux de réussite personnelle et professionnelle pour 2021. Voici notre équipe. On souhaitait un petit peu se présenter et mettre un visage sur un prénom. Alors, simplement, ici, vous avez le détail des personnes qui sont finalement en charge de plusieurs parties. Pour toute question relative à votre, alors soit à votre candidature ou à votre ordre de mission, à votre planification, des audits ou de la facturation. Dans ce cas-là, vous devrez traiter avec Raphaël Saunier, et donc vous avez son numéro de portable et son adresse mail. Pour toute question vraiment relative sur le fonctionnement du process de certification ou l'organisation des audits, je serai dans ce cas-là l'interlocuteur à privilégier. Et enfin, vraiment, si par exemple vous avez des questions pendant votre mission sur notamment certains indicateurs, sur les outils à utiliser ou sur le traitement des non-conformités, dans ce cas-là, vous pourrez voir avec Elodie qui répondra à toutes vos questions sur le sujet. Pour finir, bien sûr, Tanguy, donc, qui est lui plutôt en charge de la fin du process de certification. Et donc, c'est lui qui délivre au final le certificat au client et qui présente également l'usage de la marque Calliope. Alors, quelques éléments de contexte pour Certifopac, avec une abstention de l'accréditation COFRAC début novembre 2020, une équipe qui se développe petit à petit puisque nous sommes maintenant 5 personnes, un développement des audits sur la fin d'année 2020 plutôt en visioconférence, même si quand même une majorité des clients ont souhaité conserver la réalisation d'audits sur site, puisque de toute façon, on laisse le choix bien sûr à nos clients et en aucun cas, on va les obliger à réaliser l'audit à distance. Voilà. Alors, on peut vous en parler, bien sûr, par rapport à la masse salariale et au contexte de pic d'activité sur 2021. Nous sommes à la recherche et nous lancerons les candidatures d'ici le mois de juin 2021 d'un auditeur en CDD pour les mois de, alors peut-être octobre, mais en tout cas pour les mois de novembre et décembre 2021, donc plutôt sur la fin d'année, pour pouvoir bien sûr pour pouvoir anticiper sur une montée en charge des audits, que ce soit en visioconférence ou sur site. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous sur ce point. Bien sûr, on ne va pas revenir sur les conséquences de la crise sanitaire, simplement un petit rappel pour faire en sorte que les audits sur site se passent bien. On appelle simplement à votre prudence et dans le bon respect des gestes barrières et des mesures barrières dans le cadre de vos missions. Et si bien sûr vous vous rendez compte que lors de vos missions sur site, le client ne respecte pas ces usages, dans ce cas-là, vous pouvez bien sûr mettre en œuvre toutes les actions appropriées, que ce soit une protection de votre côté ou alors nous contacter directement pour voir ce qu'on pourrait faire. Voilà. Très souvent, je dirais à 99% du temps, ça se passe très très bien et ce sont des mesures qui sont adaptées par tous. Alors, on a eu une fin d'année 2020 quand même assez chargée d'un point de vue de la veille réglementaire. Vous l'avez vu avec notamment une version V6 du référentiel début octobre, mais aussi une publication de la foire aux questions Calliope du ministère et le 7 décembre 2020, la publication auprès des certificateurs d'une nouvelle charte d'usage Calliope, d'une nouvelle charte graphique et d'un règlement d'usage. Donc on verra tout ça ensemble et on vous a préparé un webinaire spécifique à l'usage de la marque Calliope, donc vous pourrez vous en inspirer fortement lorsque vous présentez ce point en réunion de clôture.
Et donc, bien sûr, l'information qui est essentielle à savoir sur 2021, c'est que l'audit initial sera toujours possible en visioconférence. Et donc, là-dessus, nous vous présenterons aussi avec Tanguy les modalités pour être qualifié en tant qu'éditeur à distance sur la plateforme de qualification. Alors, par rapport aux mises à jour documentaires, un premier point qui est très important concerne le modèle Excel du dossier d'évaluation. Vous savez, c'est celui où vous allez retrouver le plan d'audit, la grille d'audit ou le tableau des non-conformités. Vous l'avez déjà vu si vous avez été missionné sur des audits cette fin d'année 2020. Nous ne remplissons plus automatiquement la grille d'audit. Pourquoi? Parce que nous souhaitons que l'auditeur s'approprie directement les informations que nous renseignons dans l'ordre de mission. Donc, c'est à vous de récupérer les infos de l'ordre de mission et de les retranscrire directement sur la grille d'audit pour que ça se mette à jour automatiquement en fonction des informations du client. Voilà. Notre volonté, c'est bien sûr une maîtrise du référentiel de l'auditeur sur le sujet. Alors, pour ceux qui avaient eu l'habitude de prendre les anciens modèles d'évaluation, bien sûr, nous vous invitons très fortement à les supprimer. Donc, ne les conservez pas et récupérez toujours les informations qui sont transmises via le mail de l'ordre de mission, puisque peut-être que les documents ont changé entre-temps. Donc, bien sûr, bien penser à télécharger les bonnes versions pour faire en sorte que vous travaillez sur les versions les plus à jour des fichiers en question. Voilà. Si vous avez des soucis avec le OneDrive, vous pouvez télécharger les fichiers sur votre ordinateur, travailler sur ces fichiers et ensuite les recharger à nouveau sur le Drive. Par rapport à la rédaction du rapport, ne pas oublier bien sûr de préciser les avis de l'auditeur, alors sur la décision de certification ou sur la faisabilité de l'audit de surveillance. Alors, on verra après, mais s'il n'y a pas du tout d'écart, ce point-là, vous pourrez directement le renseigner au travers de la feuille d'émargement. Et si vous avez des écarts, vous pourrez le renseigner directement dans le tableau des non-conformités. Donc, vous pourrez faire une pierre deux coups. Des changements importants surviennent maintenant sur le process de traitement des non-conformités. C'est-à-dire qu'à la fin de votre audit, vous n'envoyez plus systématiquement le rapport d'audit et le tableau des non-conformités au client. Tout passe par Certifopac. Donc, moi-même, en tant que responsable d'audit, je vais avoir un rôle finalement de vérification de votre rapport et de votre tableau des non-conformités. L'objectif est très simple, c'est de vérifier que les écarts qui ont été rédigés sont clairs, sont conformes à ce qui est écrit sur le référentiel. Et finalement, c'est d'envoyer à l'audité des écarts qui sont factuels et qui vont lui permettre finalement de proposer un plan d'action collectif efficace. Donc là, comment ça se passe? Directement, c'est donc Certifopac qui va vérifier la pertinence de votre grille d'audit et du libellé des écarts et qui va envoyer un mail avec le rapport d'audit et le tableau des non-conformités à l'audité. Donc ici, c'est lui, donc là après ça ne change pas, hein, toujours pareil, c'est l'audité qui va faire ses propositions d'action, qui va vous les envoyer. Vous validerez toujours la pertinence ou non de ces actions correctives. Donc là, ça ne change rien. Et donc au final, en fonction donc, de la pertinence des preuves, que ce soit mineure ou majeure, là, ça ne change toujours rien par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Et donc, dès que vous avez validé le plan d'action global de l'organisme audité, dans ce cas-là, vous transmettez à nouveau le tableau des non-conformités à Certifopac. Donc, vous n'envoyez rien au client. Vous n'enverrez plus rien au client, que ce soit le rapport d'audit ou le tableau des non-conformités. Tout passe par Certifopac pour une vérification. Ça, c'est le point le plus important. Donc, par rapport à ça, nous, dès qu'on a le tableau des non-conformités, on va réaliser une revue des éléments, on va vérifier la pertinence des actions correctives et la pertinence des preuves qui ont été transmises. Okay. Derrière, j'envoie tous ces éléments, donc le rapport finalisé et le tableau des non-conformités finalisé, à l'organisme audité, qui sera donc en attente de décision de certification, puisque derrière, Certifopac, donc au regard de Tanguy qui s'occupe de ça, va effectuer une revue de certification complète. Et donc, si tout est OK, va pouvoir émettre le certificat du client et donc va pouvoir lui envoyer. Donc, ce qu'il faut retenir vraiment là-dessus, c'est qu'on intègre à notre process 2 jalons de protection, c'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer directement les infos au client, ça passe par Certifopac
pour vérification. Donc, Tanguy vous en parlera tout à l'heure par rapport au retour d'expérience sur différents indicateurs et sur l'importance de rédiger des écarts qui sont cohérents et qui sont vraiment conçus, qui sont vraiment rédigés de manière à respecter ce qui est écrit dans le référentiel. Alors, je vais passer maintenant la parole à Tanguy qui va vous présenter les mises à jour du guide de l'auditeur. Voilà, alors bonjour à tous. Pour terminer sur la partie mise à jour, on va avancer assez rapidement. Déjà, comme Jimmy l'a évoqué, on a intégré la partie, on va dire la fonction de responsabilité d'audit, responsable d'audit, et on l'a intégré donc autant dans le guide de l'auditeur, donc le Form 726, que dans notre dernière procédure de certification, dans sa dernière version. Donc bien sûr, deux points qu'on souhaitait mettre en avant, c'était la vérification, l'interprétation aussi des non-conformités qui est conforme à notre façon, à notre compréhension du référentiel, si je puis dire, parce que nous, on travaille vraiment sur Calliope tous les jours. On est en relation avec de nombreux partenaires, que ce soit au niveau du ministère, du COFRAC ou d'autres partenaires dans le milieu de la formation sur la compréhension sur quoi peut porter un écart Calliope. Et donc éviter que les auditeurs envoient directement des documents aux clients avec des constats d'écart qui au final ne seraient pas bons. C'est vraiment le risque que l'on tient à éviter et de se dire auparavant échanger entre Certifopac et l'auditeur sur se questionner sur quel est le contexte au final de la de la délivrance de cet écart et est-ce qu'il est effectivement fondé. Alors tout ça, encore une fois, on en revient aux bases, parce que si vous avez bien suivi votre parcours de qualification, on avait un module sur la méthodologie de l'audit, et notamment, il y avait des slides qui traitaient qui définissaient vraiment comment on émet un constat d'écart, de non-conformité. Donc si pour vous, il y a besoin de revoir des choses, il ne faut pas hésiter à retourner sur la plateforme, à retourner sur le module de méthodologie de l'audit et à balayer. Voilà, alors il y a le support de formation qui est à disposition. Il y a tout dedans. Toutes les infos sont dedans. On ne peut pas vous dire plus parce qu'il y a vraiment une information complète sur dans quelle mesure je délivre un écart. Donc vraiment, ça, c'est le plus important. Donc ça, j'avance vraiment. De toute façon, ce support, il sera aussi accessible. Ce qu'on présente, c'est surtout des modifications d'ordre documentaire avec s'il y a des actions qui sont réalisées ou qui ne sont plus réalisées. Donc c'est ce que je vous disais, dans une volonté d'harmonisation aussi, le responsable d'audit qui centralise toutes les infos relatives à l'audit, ça évite d'envoyer des documents, des rapports ou des tableaux avec des versions d'Excel différentes, avec des formats qui sautent. Voilà, là au moins on a aussi la maîtrise sur toute cette mise en forme. Donc, le dossier d'évaluation sera à remettre à Certifopac dans un délai immédiat suivant la tenue de l'audit. Alors, bien sûr, quand vous terminez votre audit, on vous laisse, entre guillemets, le temps, mais il faut que ce soit aussi assez rapide, de vous relire. Très important, relisez-vous dans votre grille d'audit. Faites en sorte déjà de balayer les fautes d'orthographe, la syntaxe des phrases. Il faut quand même que ce soit un travail, je veux dire, professionnel. C'est un audit, hein, c'est pas non plus... alors, certes, la grille, on prend nos notes dessus, mais derrière, il faut que ce soit lisible et compréhensible. Parce que quand on revient sur l'audit l'année d'après, je vous raconte pas si c'est pas très bien organisé, c'est compliqué de se remettre dans le contexte et de se dire, mais attendez, pourquoi on a délivré tel ou tel écart. Donc voilà, là, moi, c'est quelque chose que je regarde et qui aussi, c'est un témoignage de votre sérieux derrière, hein, de votre rigueur de travail. Donc, le plan d'action, voilà, pas grand-chose qui change hein, par rapport au plan d'action, surtout que c'est seulement vous qui restez quand même l'interlocuteur sur le traitement des écarts. Le rapport d'audit, on reprend la main dessus et voilà, on l'édite au final après la levée des non-conformités. Donc ça évite aussi les confusions entre les différents rapports d'audit. On avait remarqué que des fois, c'était pas toujours clair. Donc on a voulu simplifier tout ça. Voilà, synthèse, le logigramme qu'on a déjà présenté, l'évaluation. OK. Bon, ça après, voilà, il n'y a rien de bien méchant. On a rajouté des textes de référence parce qu'on a eu pas mal de textes qui sont apparus depuis les derniers mois, notamment le règlement d'usage de la marque Calliope, l'arrêté du 7 décembre, et puis aussi les documents qui s'appliquaient sur les compétences, l'accompagnement des auditeurs et les mises à jour des documents COFRAC. Ensuite, alors généralité, les étapes du processus de certification, ça paraît, c'est une petite mise à jour. Voilà, je continue. Je continue sur la mise en œuvre du process. Là, vous n'êtes pas forcément concerné. Alors peut-être ici,
Voilà, on a fait des modifications sur la grille d'audit, dans le sens où, au lieu de poser la question est-ce que l'organisme fait de la FES, c'est plutôt est-ce qu'il fait des formations en situation de travail dans un sens plus large pour que pour que les indicateurs 13 et 28 soient bien couverts. Le traitement des non-conformités, voilà, on a rajouté des choses, notamment des modalités d'audit complémentaires, parce que dans le cas où on a un organisme qui n'a pas du tout bossé Calliope, il y aurait peut-être besoin de faire des audits complémentaires s'il y a beaucoup de non-conformités. Ok, bon, là j'avance. Les références à la marque, on va faire un petit point là-dessus tout de suite. On va arriver dessus. Et la prolongation jusqu'au 1er janvier 2022 des audits initiaux à distance. La mise à jour de la charte graphique, donc ça qui a été présenté en décembre. On voulait aussi parler un point compétence sur la plateforme qualification. Donc là, on a remis au goût du jour la plateforme avec déjà la mise à jour des modules. Au lieu qu'on en ait un petit peu partout, on a tout centralisé sur un seul et même support. Il n'y a plus qu'un QCM. Donc vous êtes plus trop concernés, parce que les QCM, c'était validé. Après, voilà, si vous voulez les repasser, sachant qu'ils ont changé, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. On a tout intégré en fait dans le même parcours, que ce soit l'audit à distance, que ce soit la qualification sur toutes les catégories, parce qu'on s'est rendu compte au début que ce n'était pas tant une exigence, que maintenant, le COFRAC commence aussi à se poser des questions sur la compétence des auditeurs sur un audit CFA ou VAE. Est-ce qu'effectivement, elle est bien avérée? Donc, comment on a fait? On a rajouté un module de description des indicateurs. Donc là, les indicateurs, c'est prévu que je vous fasse un petit retour d'expérience là-dessus, mais ce ne sera pas aussi complet que ce qui a été fait dans le module, parce que sinon, ça prendrait 1 heure et demie de temps voilà, de tout vous décrire. C'est pour ça que je vous invite vraiment à retourner. Voilà, là, c'est un module qui s'appelle l'audit ou description, voilà, description des indicateurs. C'est un des derniers modules qu'on a mis en cours, à jour. Je referai une vidéo, enfin voilà, il y aura une vidéo de présentation de cette plateforme sur sa nouvelle arborescence. On a voulu simplifier les choses, voilà, mettre moins de choses dans tous les sens, et qu'une info, voilà, elle est là, alors elle est en bloc, mais au moins vous avez tout. Voilà, donc les documents qui sont à disposition, comme d'habitude, espace documentaire. Donc il y a tout dans les dernières versions. L'explication des modifications du référentiel dans sa dernière version, alors c'est, voilà, vous avez mis le lien, on avait déjà communiqué tout ça. Je ne vais pas repasser dessus, normalement ça c'est acquis. Et là, c'est le plus important de cette réunion, c'est le retour d'expérience après 1 an d'audit. C'est nous, surtout moi, toutes les petites choses que je vais pouvoir vous dire, que j'ai constatées lors des revues de dossier, des erreurs, des interprétations et des constats d'écart. Donc là, je vais pouvoir vous présenter tout ça maintenant, en commençant par le premier critère. Alors, ce premier critère, on a énormément de non-conformités qui sont constatées là-dessus. Alors, c'est aussi normal, hein, parce que c'est un des critères qui est, pourtant ils sont simples, mais qui sont les moins bien maîtrisés par les organismes de formation. Ils font partie de ceux qui sont les moins bien maîtrisés, parce que voilà, il y a des fois des questionnements, ils n'osent pas mettre toute l'information pour des raisons stratégiques. Mais au final, on va démêler, hein, le vrai du faux entre qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que l'organisme doit faire, qu'est-ce que nous on doit auditer, et dans quelle mesure on délivre une non-conformité. Alors, premièrement, là, tout ce que je vais vous dire, ça va valoir pour les 4 catégories d'actions. Alors, quand il y a des obligations spécifiques, je vous le précise, sachant que moi, en revue, je regarde tout. Donc, si par exemple, j'observe qu'un indicateur est conforme, si je pose une question à l'auditeur dessus pour comprendre un petit peu le contexte, parce que ça peut arriver, et que je me rends compte qu'il y a quelque chose qui n'a pas été audité, donc là, ça veut dire que le boulot, il n'a pas été fait dans sa totalité. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des obligations spécifiques pour certains indicateurs. Donc, il faut faire attention à respecter ces obligations spécifiques, à pas faire juste l'indicateur et puis zapper le truc. Alors moi, mon premier conseil déjà avant d'attaquer, c'est pour tous les auditeurs qui ont une expérience ou pas dans le domaine de l'audit avérée sur plusieurs années, ça m'est égal, prenez ce référentiel sous le coude. Prenez-le, il est nouveau le référentiel, on n'oublie pas, il a 2 ans, c'est un bébé le référentiel, donc je le dis encore, prenez-le sous le coude et à chaque indicateur, assurez-vous de tout balayer. Donc maintenant, pour aller rentrer dans le vif du sujet, donc l'indicateur 1 que vous connaissez maintenant tous, voilà, diffusion de l'information accessible. Donc on investigue sur tous les items sans exception. Moi je veux, je sais pas, vous faites un contrôle, vous faites un truc, une checklist ou je ne sais quoi, où vous cochez sur votre référentiel, assurez-vous d'avoir tous les indicateurs. Moi, si j'arrive, je fais une revue, puis je vais voir sur le site internet ou sur le programme qu'il manque quelque chose,
et que l'indicateur a été noté conforme, ça remet en question la confiance que je vous accorde. Parce que je me dis, s'il a oublié déjà les prérequis sur un programme, qu'est-ce que c'est ailleurs? Comprenez-moi là-dessus. Vraiment, mettez-vous à ma place. Donc, c'est pour ça que c'est important de tout balayer. Que là-dessus, on ne doit pas avoir d'erreur. Et voilà, l'info, on veille à ce qu'elle soit exhaustive. Donc, exhaustive, c'est complète, c'est la complétude. Donc, quand il y a les obligations spécifiques, il faut bien aussi aller prendre en compte les obligations spécifiques. Donc, ensuite, pour la partie handicap, on ne confond pas PMR et PSH. J'en ai encore qui me font la confusion. Et ça, c'est vraiment... voilà, ça, c'est un basique aussi. Hein. Les PMR, c'est la mobilité réduite. Et les PSH, c'est le handicap au sens large. Donc, un OF, moi, si on me dit que c'est conforme parce que l'OF, il parle des PMR, bah moi, c'est partiel. Non, il parle des PMR, ok, il parle que d'un seul type de handicap. Et les autres, qu'est-ce qu'on en fait? Les aveugles, les sourds et muets, les handicaps qui ne sont pas visibles comme ça à l'œil nu, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, il faut auditer sur les PSH. C'est ce que je vous dis. Si l'organisme informe uniquement sur les PMR, c'est un écart parce que c'est une information partielle. Si des items sont absents de façon répétitive dans la communication, c'est une NC majeure. Je vous explique. Je veux bien qu'on soit bienveillant, mais je ne veux pas qu'on soit conciliant. D'accord? Donc, si moi, par exemple, il y a 3 programmes de formation et puis que les prérequis ils sont absents sur tous les programmes, et on est face à un organisme de formation. Alors, si c'est un bilan de compétences, on s'en fiche parce que les prérequis ne vont pas être mentionnés pour les bilans de compétences. Là, le référentiel, vous devez vraiment le maîtriser. Il faut vraiment le connaître, quoi. Donc, si les prérequis sont absents sur les 3 programmes, c'est majeur. Parce que la mineure, elle est possible uniquement si c'est une information absence de façon ponctuelle et non répétitive. Donc, on prend le référentiel au pied de la lettre. Donc, je sais bien, c'est dur, ok, ouais, on met de la majeure. Mais par contre, quand vous l'expliquez à l'organisme, il faut bien l'expliquer. Il faut l'expliquer dans le sens là. Il faut dire, il y a un niveau attendu, c'est ça. Aujourd'hui, il y a un écart, c'est ça. Cet écart, il est répétitif parce qu'il n'est pas présent sur X documents que vous mettez à disposition au public. Voilà. Et là, on n'a rien à vous dire. Hein. Là, le constat, il est factuel. Donc, vraiment, rapprochez-vous à ce type de constat. L'indicateur 2, moi, ce que je remarque, c'est que sur l'information chiffrée, on ne valide pas la conformité sur des indications qui prennent en charge la globalité de qui correspondent à la globalité de la prestation, des prestations proposées. Non, les indicateurs doivent être pour chaque prestation. On doit avoir un taux de, je sais pas moi, de réussite ou de satisfaction, ou peu importe, sur chaque prestation. Parce que si c'est en globalité, c'est pas pertinent. Sauf situation très très spécifique qui peut être présente. Là, je vous demanderai de laisser en stand-by et de me contacter dans la journée pour qu'on échange ensemble. Mais dans 99% des cas, les infos, c'est possible de les faire pour chaque prestation. Je vous explique pourquoi. Si on fait un global, la pertinence de l'info, elle est diluée. Et si elle est diluée, on ne sait pas s'il y a une info, s'il y a une prestation où ça se passe moins bien, on ne le saura pas. S'il y a moins de réussite, on ne le saura pas parce que si on fait un taux de réussite global, c'est dilué. C'est pour ça qu'on demande bien sur chaque prestation. C'est écrit dans le référentiel. Donc, obligations spécifiques pour les CFA et nouveaux entrants à prendre en compte. Ne pas oublier. Les CFA, notamment, on fait référence à l'article, celui-ci, là, du Code du travail. Donc ça, voilà, moi, je l'ouvre parce que il y a des choses à voir et il faut y aller. Là, on le demande dans le référentiel, c'est une obligation spécifique. Donc, il faut aller vérifier. Il faut aller vérifier tout ça. Moi, vous me le notez dans la grille que c'est tout OK. Comme ça, on est cool, on est raccord, on est bien et c'est pro. C'est surtout ce qu'on veut. Alors, certes, l'organisme en face, il peut dire ah ouais, mais vous allez dans le code du travail, mais vous allez trop loin, et puis ci, et puis ça. Donc, reposez bien les choses. Il faut dire non, mais attendez, moi, je vais dans ce qu'on me demande dans l'article concerné. Point barre, c'est tout. Les nouveaux entrants, c'est on préidentifie les indicateurs et basta. L'indicateur 3, donc ça, c'est pour les formations certifiantes. Donc, ça peut être les OF, CFA, VAE qui sont concernés. Donc là, c'est pareil, c'est tous les items. On ne va pas m'oublier quelque chose. On vérifie la correspondance de la presta avec le RNCP ou le RS sur France Compétences. Donc, je vous ai mis le petit lien. Ça, c'est systématique. Vous devez, moi, je vous demande vraiment, aller voir là-dedans pour être sûr de rien oublier. On prend l'exemple, une habilitation électrique. Voilà, on va aller vérifier ce qui se passe. Si on a voilà, habilitation B1, moi c'est l'exemple que je prends, vous verrez, alors, de toute façon, dans le module que j'avais fait sur la plateforme, c'est la même chose. On regarde un petit peu tout ça. Si là, il n'y a pas de bloc de compétences, il n'y a rien, ok. On va pas se prendre la tête. Par contre, l'info, il faut la donner.
Alors c'est bête comme ça, mais comme c'est tourné dans le référentiel, il faut qu'on ait une info si il y a des suites de parcours ou pas. Si on n'a pas, il faut quand même qu'on le sache qu'il n'y en ait pas. Donc, c'est ce qui conviendrait d'expliquer derrière quand même à l'organisme. Après, bon, soyons pédagogues, je veux dire, si c'est tout de la certifiante, bon, voilà, faut regarder quand même sur l'instant T, mais l'info au public, elle doit être donnée. Si on lit mot pour mot le référentiel, comment il est tourné, elle doit être donnée. Donc après, qu'il n'y en ait pas, soit, mais il y en a qui mettent toute l'info et qui mettent équivalence de points non. Voilà. Donc c'est un peu ce genre-là qu'on va aller regarder. Les obligations pour les nouveaux entrants à prendre en compte. Donc là, j'avance, hein, analyse du besoin du bénéficiaire. Alors, pensez bien à ne pas oublier les PSH dans l'analyse du besoin, c'est-à-dire que si vous avez un personnel handicapé, est-ce qu'il a des besoins spécifiques par rapport à son handicap? À quel moment l'OF demande s'il doit adapter ses modalités? Donc, il doit les adapter et ça doit se faire le plus tôt possible. Il doit anticiper le plus tôt possible. Obligation spécifique ici toujours. Alors là, objectif opérationnel et évaluable. C'est assez simple, hein, objectif opérationnel. Je vous ai mis un exemple avec la formation secourisme. C'est vraiment. Alors là, j'ai appris une source, voilà, une petite définition que je trouvais assez sympa. C'est l'objectif opérationnel, la performance prenant la forme d'un comportement observable que l'apprenant pourra accomplir et qui pourra être évalué. C'est vraiment ça qu'on veut voir. C'est que derrière, on doit avoir quelque chose de concret qu'on peut évaluer. Donc ici, pour un secouriste, voilà, être capable de réaliser la réanimation cardio-pulmonaire. Là, on l'attend sur un comportement, faire une réanimation cardio-pulmonaire. Donc l'évaluation, ça va se faire sur un mannequin, par exemple, hein, et avec voilà, conformité par rapport à la méthodologie. Et tout ça, il peut avoir des données contextuelles, des données dans un temps donné, dans un lieu donné, avec des outils spécifiques, voire même un pourcentage d'erreur qui est toléré. Donc c'est là-dessus qu'on doit visionner cet écart. C'est dans ce sens-là. Donc attention, parce que des fois, on peut avoir des organismes qui vont confondre l'analyse du besoin et la définition des objectifs, et l'adaptation des besoins de l'apprenant avec les objectifs de la prestation. Donc vraiment, il faut que ce soit clair pour vous, tout ça, pour bien auditer. Obligations spécifiques ici, c'est pareil. Donc toujours pensez bien à prendre en compte ces obligations. Alors le 6, là je vais pas, voilà, j'avance rapidement. C'est assez simple. Le 7, donc 3-7-16, c'est la triplette pour les formations certifiantes. Là, c'est OFCFA, les VAE ne sont pas concernés. Donc là, ici, la concordance avec le référentiel de certification. Donc vous allez sur le site, hein, de France Compétences pour plus aussi pour verrouiller, hein, la fiabilité des données. Le positionnement. Alors le positionnement, c'est pareil. Ça peut être une confusion. Là, on a vu qu'il y a certains organismes qui confondent le positionnement et l'analyse des besoins. Donc non, le positionnement, c'est de se dire quel est le niveau de l'apprenant lorsqu'il arrive dans la formation. C'est vraiment ce qu'on recherche dans le positionnement. Et le positionnement, n'ayez pas un avis biaisé là-dessus. Ce n'est pas une évaluation systématique avec une grille où on va cocher, on va avoir des choses. Le positionnement, il peut se faire, comme je le dis, hein, là j'ai copié-collé dans l'indicateur parce que c'est noté mot pour mot, il peut se faire à partir des diplômes, des certificats ou des titres ou d'expérience. Par contre, on doit avoir une trace que le prestataire justifie du positionnement de ses apprenants à partir de ça. C'est-à-dire que si vous dites à l'oral, ah bah moi c'est les CV, c'est les machins, et faut dire, qu'est-ce qui me prouve que vous partez de là-dessus? Est-ce que ça a été défini? Est-ce que ça a été intégré dans les procédures de positionnement? Le 9, alors là, on va arriver voilà, sur des indicateurs qui portent un petit peu à confusion pour les auditeurs entre leur rôle, en fait, sur au final, qu'est-ce qu'on demande? Est-ce qu'on est inspecteur du travail ou pas? Donc moi, je vais vraiment clarifier ça tout de suite avec vous et vous allez voir que vous allez trouver tout de suite, voilà, ça va vraiment être plus clair sur la compréhension et sur ce que vous allez devoir auditer. Donc le 9, information des publics bénéficiaires du déroulement de la prestation. Donc là, on attend de la diffusion. D'accord? C'est comme l'indicateur 2. Ici, il faut de la diffusion. Donc, c'est un non négociable. C'est pas, ah oui, j'ai les indicateurs. Ah oui, mais si vous ne diffusez pas les éléments, c'est non conforme. Donc là, c'est formalisme et diffusion. Donc, des obligations spécifiques pour les CBC, les PSH toujours, il faut bien les prendre en compte. Et là, sur le 10, donc la mise en œuvre et l'adaptation de la prestation, l'accompagnement et le suivi. Donc pareil, on n'oublie pas les PSH s'il y a un accueil possible et quels moyens sont mis à disposition pour adapter la prestation. On a le cas, hein, de l'organisme qui vous dit qu'il accueille les PSH pour vous faire plaisir. Ça existe parce qu'ils n'ont pas compris en fait toutes les exigences qui s'accompagnent. La première question, c'est vraiment
est-ce qu'il est possible, est-ce qu'ils souhaitent accueillir ou pas, est-ce qu'ils ont la possibilité de le faire, les moyens pour. Si oui, eh ben, ils doivent jouer le jeu derrière jusqu'au bout, et s'ils ne le font pas, ça va occasionner des non-conformités. Sinon, ils auront d'autres choses à faire, un autre positionnement à adopter, notamment sur la réorientation. Voilà, donc c'est ce que je dis, ne pas mettre une non-conformité s'il n'y a pas d'infos sur les PSH, alors que le prestataire a bien précisé qu'il ne pouvait pas les accueillir. Donc la liste PSH, c'est uniquement s'il y a un accueil avéré ou s'il y a une possibilité d'accueil. Les obligations spécifiques, bien sûr, CFA, VAE, CBC à prendre en compte. Et surtout pour les CFA, là, on commence à faire référence à l'article 6231-2 du Code du travail, qui est un article assez complet. Et là, vous allez me dire, ouais, ça fait beaucoup de choses. Et l'organisme va vous dire aussi pareil, ouais, mais attendez, là, moi, c'est pas un audit de l'inspection du travail. Donc, attention, c'est mentionné dans le référentiel en tant qu'obligation spécifique. Mais pour vous rassurer, alors il y a 14 points, et pour aussi rassurer l'organisme, déjà, soyez flexible dans le positionnement que vous allez adopter. C'est-à-dire que quand vous allez dire, moi, je vais vous auditer sur ces indicateurs, déjà, dites-lui que dans le déroulé du référentiel, il y a plein de choses qu'on demande à un CFA dans les indicateurs du référentiel qu'on retrouve dans ce code du travail. En fait, là, la DGEFP, le ministère, a choisi quand même de faire une redite dans ses obligations liées aux indicateurs par rapport à cet article. Donc ici, vous allez voir, droits et devoirs des apprentis, ça fait l'objet d'un indicateur à part entière. Cohérence de la formation en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres d'apprentissage, ça, c'est des indicateurs qui sont déjà là, que vous allez déjà voir plus tard. Donc, ne faites pas peur à votre organisme, mais par contre, gardez bien l'indicateur sous le coude, notamment pour des questions en lien avec la mixité, qu'on ne va pas retrouver dans le référentiel, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, voilà, ça, il y a plein de choses. La mobilité nationale et internationale, ça, c'est de l'indicateur 20, il me semble, 20 ou 22, 20 ou 21, je ne sais plus. Le suivi, l'accompagnement des apprentis, c'est déjà dans les indicateurs. Les compétences acquises, ça, on y vient juste après dans l'indicateur 11. Mais là, voilà, vous voyez, on demande y compris sous la forme d'un contrôle continu. Donc, il faut maîtriser ces articles. Là, c'est hyper important pour faire un audit pertinent. Et que quand vous arrivez sur l'audit de ces indicateurs, vous ne fassiez pas peur à l'organisme, parce qu'eux, ils vont vous dire « Ah, mais là, Calliope, l'auditeur, il allait trop loin, il a ouvert le code du travail, il a ouvert ci, il a ouvert ça. » Vous devez être capable de dire « Non, mais attendez, moi là, j'ouvre le code du travail parce que on le demande dans le référentiel. On demande, il y a une obligation spécifique. Et n'hésitez pas à ressortir le référentiel, à le mettre sous les yeux de l'audité pour que lui, en connaissance de cause, soit conciliant avec ce que vous ayez audité. » Donc après, s'ils ne respectent pas les choses, c'est leur problème. Vous n'aurez pas le même type de sanction. C'est ce que je disais ici. C'est-à-dire que vous avez presque le rôle d'un inspecteur parce que vous allez aller auditer le code du travail. Par contre, les sanctions vont être différentes. L'inspecteur, lui, va mettre une amende, il va mettre une mise en demeure. Vous allez mettre un écart. D'accord? Vous, ce sera un écart. Et par contre, quand ce n'est pas demandé, vous n'êtes pas inspecteur du travail. Donc moi, les cas où on va venir chercher, on va mettre une non-conformité parce qu'il n'y a pas le règlement intérieur ou il n'y a pas le document unique, ce n'est pas justifié. Parce que alors, le règlement intérieur, même si c'est une obligation de l'avoir à disposition, à aucun moment dans le référentiel, il y a une exigence qui exige que l'organisme vous présente son règlement intérieur. Donc si ce n'est pas demandé par le référentiel, c'est pas à vous. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas obligatoire, ça veut dire que ce n'est pas à vous de le contrôler. C'est bien ça la nuance. Document unique, c'est pareil. Mais ces éléments, dans 99% des cas, seront des éléments de preuve pour répondre à des indicateurs. Le règlement intérieur sera un élément de preuve pour répondre à un indicateur neuf, parce que des fois, la plupart du temps, dans des organismes, ils vont mettre leur modalité d'accueil dans le règlement intérieur. Ils vont tout mettre dedans. Ou des fois, il y en a, ils vont choisir de le mettre dans leur convention ou de faire un document à part entière. Donc, ayez bien cette jugeote, cette nuance d'esprit de se dire, bon, il n'y a pas le règlement intérieur, vous n'avez pas apporté de jugement là-dessus, d'accord? Il faut avancer, il faut aller, il faut chercher la conformité là où vous la trouveriez ailleurs. Donc, indicateur 11, l'atteinte des objectifs. Donc, ici, on attend, j'insiste, existence du process, formalisation du process, mise en œuvre du process, obligation spécifique respectée. Donc, l'indicateur, il peut être conforme si l'on observe un défaut par rapport à… il ne peut pas être conforme si l'on observe un défaut. Donc, c'est un indicateur critique. Donc, si l'indicateur n'est pas levé, si on n'est pas tout conforme de partout, on ne pourra pas le lever. Donc, ça, il faut bien le comprendre. Ensuite, l'engagement des bénéficiaires, ça, c'est facile. C'est du CFA, c'est des choses qu'ils font déjà parce que ça fait déjà référence au code du travail.
Coordination des apprentissages, OF ou CFA. Alors pour les CFA, c'est facile parce qu'ils ont l'habitude de le faire et c'est obligatoire. Pour les OF, n'hésitez pas à bien creuser cette relation. L'accompagnement socio-professionnel, éducatif et relatif à l'exercice de la citoyenneté, c'est obligatoire pour les CFA, donc ils ne devraient pas avoir de soucis. On a vraiment jamais de soucis là-dessus. Enfin, moi, j'ai pas vu de non-conformité. Là, on a des choses solides. La formation des apprentis, c'est pareil, c'est solide. Donc voilà, par contre, allez dessus, quoi, allez voir tout ce qu'il faut. Là, indicateur 16, très intéressant cet indicateur parce qu'il y a eu des positionnements, des décisions que certains auditeurs ont prises qui ne sont pas justifiées. Donc là, on va replacer ce qu'on attend de vous. Quand il y a de la formation certifiante, c'est obligatoire d'aller auditer. Quand il y a de la VAE, et là je dis bien de la VAE, on a le cas d'organismes qui vont accompagner à la VAE, c'est-à-dire que ce n'est pas eux qui vont être le certificateur qui vont délivrer la formation, le certificat à la fin de la formation. Eh ben, ils sont quand même concernés, il faut quand même les auditer là-dessus. Donc, il ne faut pas venir m'enlever l'indicateur 16 et me dire « Ah non, mais là, ce n'est pas non applicable parce que ce n'est pas lui qui présente les stagiaires, les apprenants. » Ah ouais, ce n'est pas lui, mais il y a une obligation spécifique qui dit pour ceux qui ne présentent pas eux-mêmes les apprenants, ils doivent aller chercher les infos auprès de ces cabinets, auprès des certificateurs. Donc là, il faut aller au bout de la démarche et il ne faut pas en démordre avec l'organisme. L'organisme, lui, va lui dire « Oui, mais ce n'est pas moi. » Vous ressortez le référentiel et vous le relisez. Comme ça, l'information, elle est claire. Pour les OFCFA, ce cas, on l'a pas, quoi. Enfin, je sais pas si toi, non, moi, il me semble pas qu'on l'ait vu. C'est pour ça que je demande à Jimmy. Mais le cas VAE, là, des accompagnateurs VAE qui ne sont pas certificateurs VAE, il est bien inclus dans cet indicateur, donc il faut bien l'auditer. Il faut vraiment aller là-dessus. Et pareil, on me pose des questions. Oui, mais pour les indicateurs, l'indicateur 3, la formation certifiante, eh ben, ils doivent aller chercher l'info. Ils doivent aller contacter le certificateur et dire sur tous les apprenants qui sont présentés, combien il y en a qui ont réussi. C'est ça qu'on doit aller chercher en termes de performance, d'accomplissement. Et ça, c'est faut qu'ils jouent le jeu, quoi. Ils choisissent de faire de l'accompagnement. Derrière, il faut aller jusqu'au bout. Donc, ça vaut aussi pour votre préparation. Parce qu'il y en a, ils vont vous dire « Ah non, non, mais moi, je ne suis pas certificateur. Donc, moi, 376, ça ne me concerne pas. » Ah oui, mais vous êtes accompagnateur VAE. Donc, prenez-les bien en compte. Indicateur 17, mise à disposition des moyens humains, techniques et de l'environnement. Ça, c'est assez simple. Par contre, s'il vous plaît, aucun jugement. C'est-à-dire que nous, on veut chercher l'adéquation des locaux, de l'équipement, des moyens humains. Il y a des obligations spécifiques qui ont trait à la confidentialité pour les bilans de compétences. Voilà, vous êtes dans une salle, tant qu'il n'y a personne qui peut vous écouter, voilà, on est dans la confidentialité. Je parle pour les bilans de compétences. On ne va pas trop loin en disant, en jugeant les locaux. S'ils sont conformes, ils sont conformes. Je veux dire, s'il y a le chauffage, s'il y a ce qu'il faut pour travailler, si les équipements, ils sont au rendez-vous, si les compétences, elles sont là, OK. Par contre, on ne va pas porter de jugement. Et je vous rappelle, le jugement, dans la méthodologie de l'audit, est proscrit. Donc, n'hésitez pas à relire nos supports. C'est la base de l'audit, c'est la base de la base. Donc, voilà, pas d'excès de zèle là-dessus. Parce qu'on peut vite venir à des tensions avec l'audité. Les écarts par rapport à tout ça, il peut en avoir. Par contre, il faut bien qu'ils soient fondés. Il n'y a pas de souci s'ils sont fondés, loin de là. Donc, ce que je vous dis, c'est vraiment en termes de posture où là, il faut être vigilant. Donc, mobilisation, coordination des intervenants. OK, alors ça, un petit truc, astuce. Le glossaire du référentiel, il n'est pas là pour faire joli. Donc, quand on parle de personnel interne ou externe, ces personnels internes ou externes sont définis dans le glossaire de l'indicateur 18. Donc, vous avez mot pour mot qui est concerné par l'indicateur. Donc, vous allez auditer uniquement les personnes concernées par l'indicateur. Et s'il n'y en a pas, comme dans le cas où on a des prestataires indépendants qui assurent toutes ces fonctions, on ne va pas plus loin. On arrête de se poser des questions et on avance. C'est de la logique. Il y en a, ils sont fourrés au moulin, ils font tout. Pour la VAE, il y a des acteurs spécifiques, donc prenez bien en compte ces acteurs. Indicateur 19, donc mise à disposition et appropriation des ressources pédagogiques. Donc ça, c'est un super indicateur. Il arrive qu'on ait, alors super indicateur dans le sens, c'est important, parce qu'il arrive qu'on ait des cas où des fois, le cas de la sous-traitance qui est super important parce que l'organisme de formation missionne des sous-traitants. Et là, il va vous dire, oui, mais moi, je ne les ai pas, les supports pédagogiques de mon sous-traitant, parce que c'est son savoir-faire. Donc moi, je ne le prends pas, voilà, parce qu'il ne veut pas me le donner ou je ne sais quoi. Donc là, du coup, on n'est pas capable de vérifier la conformité parce que on n'est pas capable de savoir si les supports, déjà, on ne les a pas à disposition, ils ne sont pas accessibles par les apprenants, ils ne sont pas actualisés, ils ne sont pas à jour. Donc là, ça ne va pas.
Et ce que vous pouvez dire, là, il est en lien direct avec l'indicateur 27, c'est que quand on fait appel à de la sous-traitance, le sous-traitant doit s'engager à respecter les mesures que met en œuvre l'organisme de formation par rapport à Calliope. Donc, s'il s'engage à respecter tout ça, il s'engage à fournir ses supports à l'organisme de formation. En fait, c'est l'organisme de formation qui est certifié Calliope, qui est responsable de la diffusion de ressources pédagogiques qui soient conformes, qui soient actualisées, notamment lorsqu'on fait appel à des formations dites certifiantes. Voilà. Autre chose aussi sur le 7419, et ce qui est très important et ce qui sera de plus en plus à la mode, c'est bien sûr la formation en visioconférence, en FOAD. Donc dans ce cas-là, si c'est une modalité qui est précisée dans les programmes de formation ou dans l'offre de formation dans son ensemble, bien sûr, l'objectif ici va être de vérifier si les ressources pédagogiques, elles sont cohérentes, elles sont pertinentes au regard de cette modalité. Voilà. Et on pourrait aussi aller vérifier au travers d'autres indicateurs comment l'organisme de formation s'assure finalement des compétences, de la maîtrise technique, notamment de ces outils-là dans le cadre d'une formation à distance. Ce qui est très important et ce qui va venir bien sûr se développer de plus en plus dans les prochaines années. Voilà, parfait. Je ferme la boucle sur cet indicateur, donc ne pas oublier les nouveaux entrants en spécifique. Indicateur 20, c'est super facile. Là-dessus, aucune contrainte. Donc le 21, on parle des compétences. Alors ça, il y a eu des fois quelques petits couacs par rapport à ça. Et le 22, voilà, je vais vous donner notre interprétation là-dessus. Alors déjà, ici, ce qu'on cherche à vérifier, c'est définition en amont des compétences requises pour assurer les prestations. Donc le fait que ces compétences soient adaptées pour assurer les prestations. Donc, je vous ai mis l'exemple, hein, on ne cherche pas un plombier pour former sur de l'électricité. Donc après, vous aurez bien sûr des situations bien plus complexes, ça c'est certain, mais grosso modo, c'est ça. Voilà, on s'assure que les compétences qu'on a en face correspondent bien à la prestation qu'on met en œuvre. Et la maîtrise de ces compétences à travers une évaluation. Alors là, très souvent, ça pose problème parce que certains d'entre vous vont constater, vont mettre des écarts là-dessus, alors qu'une évaluation, c'est pas proprement défini ce que c'est. On a le raisonnement biaisé de dire ah ouais, ben, l'évaluation, il doit avoir un QCM, il doit avoir je sais pas quoi. Mais l'évaluation, non, 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 non. Quand vous allez lire dans les preuves, dans les exemples d'éléments de preuve, l'évaluation, ça peut être une analyse du CV, ça peut être un entretien RH, ça peut être une grille de compétences, ça peut être à travers l'analyse des diplômes, des certificats, des titres. Par contre, moi, ce que je demande, c'est que, ok, ça, on peut le considérer comme une évaluation, mais c'est qu'on en ait une trace. C'est-à-dire qu'on en ait une preuve que justement, cela a été analysé. Donc, quand vous posez une question, alors moi j'ai une petite astuce là-dessus. Quel type de questions vous pouvez demander à l'organisme pour l'évaluation? Parce qu'il y en a, ils ne comprennent pas. Quand vous allez lui dire, alors comment vous maîtrisez les compétences à travers une évaluation? Comment vous évaluez les compétences de vos apprenants, enfin de vos formateurs en entrée? Alors, il y en a, ils vont vous regarder avec des yeux ronds, alors qu'en fait, c'est des choses qu'ils font, mais ils ne comprennent pas et ils ne se disent pas qu'ils peuvent le rapprocher à la maîtrise des compétences. Et moi, la question que je leur dis, c'est comment vous vous assurez que la personne que vous faites intervenir dans votre structure, qui va vous représenter devant vos apprenants, c'est la bonne personne. C'est-à-dire comment vous vous assurez que vous avez quelqu'un, il est compétent, il s'y connaît, et voilà, c'est pas un rigolo, quoi. C'est ça la question au final. C'est ça qu'on recherche, c'est de se dire, le mec, là, il est compétent. C'est quelqu'un qui va faire son boulot et qui va bien le faire. Et mettez-vous à leur place. Ça reste des entrepreneurs pour la plupart, des chefs d'entreprise, voilà, pour beaucoup d'organismes indépendants. Alors après, pareil, hein, pour des responsables formation ou autres dans des plus grosses structures, mais ils veulent tous avoir la bonne compétence, c'est-à-dire qu'il va bien les représenter. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir élever le débat. Et il y en a pas mal, ils vont vous dire, parce que quand vous leur posez comment vous maîtrisez les compétences, ils vont vous dire, mais attendez, ce sont des personnes, ils sont reconnus dans leur domaine, ils sont experts, ils sont machin, voilà. Donc derrière, il faut lui dire, ben, du coup, est-ce que moi, vous avez une preuve que vous faites bien une analyse, que vous avez leur CV, leur diplôme, leur titre, qu'on ait un petit peu tout ça de façon plus formalisée, parce que certes, ils sont experts, mais on a besoin de preuves quant à l'évaluation des compétences. Il faut qu'ils puissent le comprendre, il faut trouver le bon compromis. Parce qu'il y en a, si vous leur demandez une grille d'évaluation pour des formateurs qui sont experts, je peux vous dire que ça va mal passer et qu'ils vont dire mais c'est quoi ce certificateur, il comprend rien à ce que je fais, quoi. Donc vraiment, voilà, adaptez-vous par rapport aux différentes situations que vous allez retrouver. On peut toujours le faire et prenez du recul pour se poser derrière les bonnes questions. Donc sans rentrer dans le conflit, sans entériner le débat sur des choses qui ne sont pas pertinentes, on prend du recul, on relie un petit peu les éléments de preuve, ce qu'on peut attendre par rapport à tout ça, et puis on essaye de trouver le bon compromis.
Et il y a des choses qui peuvent être faites de façon très pertinente, sans même donner la réponse. Il y a des choses, ils vont vous les dire et vous allez dire, d'accord, donc vous le faites, moi c'est ce que je vois. Par contre, comment est-ce que vous pouvez me prouver que vous le faites? Et là, s'ils vous disent, bah, je ne suis pas capable, mais je peux faire ça, 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 là, vous derrière, vous lui dites, bah, écoutez, moi je note ça en non-conformité. Soit vous êtes capable de lever cette non-conformité avant la fin de la journée, ce qui est possible, soit derrière, vous prenez plus de temps pour vous en occuper et on le traitera dans le cadre d'un plan d'action. Et derrière, tac, 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 on libère les tensions, on libère les accrochages et vous pouvez lever cet indicateur facilement. Donc là, bien sûr, l'indicateur, il ne peut pas être jugé conforme tant que tous les éléments n'ont pas été prouvés. Donc moi, je ne veux pas juste, s'il y a un problème dans la définition des compétences, il faut que derrière, ça suive tout. Ce n'est pas genre juste, ah oui, bah, c'est bon, puis le reste, on verra en surveillance. Non, non, on ne verra rien en surveillance, tout doit être levé. Donc le 22, ici, en fait, dans le 21, on est plus en entrée de prestation et ça va surtout concerner voilà, autant les intervenants internes ou externes, mais des fois plus quand même les intervenants externes. Quand les intervenants internes ils sont là, derrière le 22, il rentre en ligne de mire parce que le 22, il va concerner le personnel salarié, donc surtout sur le maintien des compétences. Le maintien des compétences pour le personnel externe, au final, ça va être la boucle du 21. Le 21, il va se répéter à chaque fois. Donc le 22, ok, bon ça c'est facile, un plan de développement des compétences, c'est demandé dans l'exigence, voilà, obligation spécifique des nouveaux entrants. Je passe à la veille. Alors la veille c'est pareil, il y a pas mal de choses qu'il faut bien assimiler. Donc on doit prouver en plusieurs étapes la réalisation de la veille, son exploitation et ses impacts pour le 24 et les 25 et bien prendre en compte les obligations spécifiques des 24-25 pour les nouveaux entrants où l'indicateur il est moins, il est moins exigeant. Pour le 23, par contre, exigence totale parce qu'on est sur de la veille légale. Donc, ce que dit le référentiel, là, je vous le redis parce que ça ne va jamais en termes de constat de non-conformité. Je suis toujours obligé de repasser derrière. Donc, dans l'échantillon audité, à 90% des cas, je repasse derrière. Une non-conformité mineure est caractérisée par une exploitation partielle de la veille mise en place. On considère que la mineure, elle est possible uniquement pour de l'exploitation partielle et pour rien d'autre. C'est-à-dire que s'il y a une réalisation partielle de la veille, c'est-à-dire que si la veille elle est faite par exemple pour tout sauf pour le handicap, c'est de la majeure parce que la veille, on est dans de la réalisation partielle. Il faut bien différencier réalisation et exploitation de la veille parce qu'on n'aura pas les mêmes conséquences. Si on ne fait pas la veille handicap, il peut y avoir de gros problèmes si on accueille du handicap, des conséquences graves sur la prestation, sur la qualité de la prestation. D'où le constat qui passe en majeur. Donc là, je vous ai mis les trois colonnes. L'ANC majeur, ce sera absence totale de mise en place, absence totale d'exploitation et mise en place partielle. La mineure, c'est de l'exploitation ou de l'impact ou de l'analyse d'impact partielle. Donc si on ne fait pas du tout, pareil, si on ne fait pas du tout l'analyse d'impact, c'est de la majeure. Et la conforme, c'est tout est fait, tout est total. Donc là, il faut que ce soit clair pour vous. Il ne faut pas hésiter à mettre en non-conformité si ce que vous appréciez ne correspond pas à tout ça. Et là, moi, cette lecture que je vous propose, c'est la lecture par déduction de ce qui est dit dans le référentiel. La non-conformité mineure, elle est uniquement possible pour cette typologie et pas pour une autre typologie. Sinon, ça serait marqué. Donc pour le reste, soit c'est majeur, soit c'est conforme. Donc là, on vous a fait pour le handicap un petit schéma, c'est-à-dire que se poser les bonnes questions. Voilà, veille légale réglementaire portant sur le champ du handicap doit obligatoirement être effectuée pour à minima réorienter les PSH en cas de demande. Donc déjà, poser la question, est-ce que vos offres elles sont accessibles au PSH? Oui, non. Si oui, il va falloir veiller aussi à ce que la veille sur l'indicateur 25 portant sur le champ du handicap, elle soit effectuée pour adapter les formations proposées en cas de demande, pour proposer les bonnes solutions technologiques en cas de demande. Et sinon, la veille handicap sur l'indicateur 25, elle n'est pas obligatoire. Parce que c'est logique, s'il n'y a pas d'accueil, vous n'allez pas vous n'allez pas auditer s'il y a des solutions pour le handicap. Donc vraiment bien comprendre ça, bien se positionner. Le 26, donc là on rentre dans le vif du sujet, on a fait un petit schéma pour que ça soit compréhensible pour vous. Alors dans l'ensemble, ça va, c'est bien. Alors en fait, l'indicateur, il est bien audité, sauf que des fois, il y a des biais dans les constats d'écart, c'est-à-dire qu'il y a un écart qui est effectivement avéré, mais cet écart, il est pas bien, il porte pas sur les bonnes choses. Souvent, vous allez mettre un écart sur l'absence d'une liste de PSH. Mais quand on relit l'exigence, c'est pas la liste de PSH qu'on veut voir, c'est autre chose, c'est l'existence, la démonstration qu'il y a un réseau. Un réseau. Donc déjà, on reprend de haut en bas. Donc, les offres sont accessibles, oui ou non. Dans tous les cas, ça doit être précisé. Ensuite, si c'est oui, l'organisme doit adapter ses prestations et doit aussi prévoir,
il doit prévoir de réorienter, de prévenir s'il n'est pas capable d'accueillir certains handicaps. Il faut aller jusqu'au bout de la démarche là-dessus. J'accueille les aveugles, mais j'accueille pas les muets. Il faut le dire, quoi. Il faut pouvoir avoir cette info. Parce que si on dit oui, j'accueille les handicaps, mais je suis muet, j'arrive, on me dit ah ben non. Du coup, voilà, il faut quand même qu'on puisse pouvoir observer tout ça. C'est simple à faire. Une fois que vous avez connaissance de là où vous devez taper, c'est très simple et très rapide à faire dans votre questionnement. L'organisme doit prévoir de réorienter le public PSH en cas de demande s'il n'accueille pas, OK. Et dans tous les cas, il doit démontrer la mise en place d'un réseau de partenaires pour l'aider dans la prise en compte des PSH. Donc, nous, on dit, voilà, on privilégie les partenaires intervenants pour le compte de la GFIP ou le FIF-FP. Ça peut très bien être d'autres partenaires. Il faut juste que ce soit conforme à ce qui est demandé par le référentiel. Et bien sûr, le réseau doit être mobilisable par le personnel quand il y a du personnel. Quand il n'y en a pas, bon voilà. Quand c'est la personne qui est au four et au moulin, son réseau, il va être pour lui. Alors 27, sous-traitance. Là, rien de particulier, juste ce que je vous ai dit, faites bien la jonction entre le 21 et le 19. Le 28, les partenaires socio-économiques, c'est super facile, c'est pareil. Puis c'est déjà abordé dans les indicateurs 14, je crois, ou 15, je ne sais plus. Le 29, donc action concourant à l'insertion professionnelle, c'est facile. Et là, c'est pareil, on fait référence au fameux article du Code du travail qu'on a vu tout à l'heure. Et enfin, dernier critère, 30, 31, 32. Donc là, les indicateurs sur le 30, la collecte de la satisfaction, le 31, le traitement des réclamations, et le 32, l'amélioration continue, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait maintenant de ce qu'on a traité pour s'améliorer, qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on a collecté. Donc le 32, il y a bien une obligation spécifique pour les nouveaux entrants, c'est-à-dire qu'on demande, on va pas aller, on va auditer pas mal de choses en surveillance là-dessus. Par contre, dites-vous bien que les indicateurs sont liés. Il peut avoir une étendue, c'est-à-dire que si le 30 il est non conforme, ça peut se répercuter ailleurs, mais ce n'est pas systématique. D'accord. On peut avoir un 30 non conforme, mais le 31, 32 en conforme. Donc là-dessus, pareil, en constat d'écart, dans la façon dont vous vous positionnez, pensez bien à la fréquence de collecte, si elle a été définie, si elle est pertinente, est-ce que tout le monde a été sollicité pour la collecte. Et puis, dans le traitement des réclamations, là, on ne parle pas de « il faut une fiche de collecte », c'est « qu'est-ce qu'on fait pour traiter l'insatisfaction ». Voilà, c'est bien ça. Retour d'expérience. Alors là, préparation de l'audit, donc il n'est pas permis de demander des documents au client avant l'audit. Alors ça, j'insiste, il n'y a aucune exigence qui le demande et ça peut être mal perçu par l'audité. Le but, c'est pas de faire l'audit avant que ça ait lieu. Nous, s'il y a des documents à demander, c'est nous qui allons le faire. Nous, en fait, on dégrossit toute la préparation, nous, Certifopac, pour des problématiques aussi de gestion de la confidentialité. Ça évite qu'on ait des documents qui soient à gauche, à droite et ça rassure surtout le client. Donc, nous, on va faire le maximum. Et derrière vous aurez en fait à verrouiller les informations qu'on a collectées et à les confirmer avec l'organisme pour bien préparer la logistique et l'approche de votre audit. L'audit, donc c'est ce que je dis encore et toujours, doit être mené conformément aux exigences du référentiel. Je ne veux pas, moi, de jugement. Il ne faut pas d'hypothèse, il ne faut pas de je crois, je pense, il semblerait que dans les constats ou autres, il ne faut pas. Même dans la grille d'audit, il ne faut pas. La grille d'audit doit être factuelle. Donc, il n'y a pas dans la grille d'audit d'éléments où on dit je constate ça, mais par contre un peu léger sur tel process. De quel droit on n'a pas le droit de dire c'est léger sur tel process. Qui on est pour juger la légèreté de tel ou tel process? Nous, on est là pour juger la conformité du process. Donc, si c'est conforme, c'est conforme. Par contre, moi, je n'accepte pas de voir là c'est un peu léger, ça léger à voir en surveillance. Non, non, c'est soit c'est conforme, soit c'est pas conforme. Et le reste, on passe. Pas de points faibles, c'est du conseil. Donc, on n'émet pas les points faibles et on ne les trace pas. Donc, évaluation objective basée sur des faits, des preuves lui permettant de déterminer la conformité ou non au référentiel. Interdiction stricte de sortir du champ de l'audit en demandant des éléments ou documents non exigés par le référentiel. Donc, si j'ai des problèmes, moi, par rapport à tout ça, si vraiment je vois que dans la méthodologie, ça ne va pas, je pourrais, alors pour faire par étapes, je pourrais vous suspendre. Donc, c'est assez fort. Je pourrais vous suspendre et vous demander obligatoirement de vous refaire tout le parcours de qualification, de repasser le QCM, surtout sur moi où je vous attendrai sur la partie méthodologie. Parce que là, on est sur des choses qui sont accessibles en ligne, qui sont publiques, sur lesquelles normalement ça doit être des acquis. Donc moi, vraiment, je pense que vous me comprenez, je ne peux pas tolérer qu'on ait des écarts en termes de jugement, en termes d'évaluation non objective, alors que ça fait partie des bases de l'audit. Ensuite, fin de l'audit, donc on envoie uniquement
Alors ça, c'est en fait, ouais, ça, je vais le modifier. On envoie uniquement le plan d'action. Sur le rapport, du coup, on l'éditera quand le plan d'action sera pertinent, sera levé. Et puis surtout, on n'envoie pas le dossier d'évaluation complet. S'il vous plaît, vous n'envoyez pas ça au client. Vous n'envoyez pas tout le dossier au client. Le plan d'action, ça, de toute façon, c'est nous qui allons le gérer, donc c'est d'ordre général. Donc, à la fin de l'audit, moi, même ce que je vais renoter, je vais vous le renoter tout de suite, c'est envoyer à Certifopac la grille, tout le fichier Excel, tout le dossier Excel. C'est pas normal que moi, je dois courir après les documents Excel, que je dois vous les redemander. C'est pas normal, j'insiste là-dessus. Là, il y a de l'info qu'on vous met à dispo. Derrière, quand la mission est terminée, vous devez, s'il vous plaît, me la mettre à disposition. Alors, quand je parle comme ça, il y en a, ils me le font très bien. Voilà, parmi vous, j'ai aucun problème. J'en ai eu d'autres où j'ai dû envoyer 3-4 mails pour demander les infos. Et ça, c'est pas, voilà, ça, c'est pas possible. Je peux pas fonctionner comme ça. Parce que derrière, il y a des délais à respecter, il y a des exigences, il y a des attendus. Donc voilà, on ne conserve pas de preuves d'audit. Donc ça, vous supprimez tout ce qu'il y a, parce que pour des raisons de confidentialité, tout simplement. Les seules preuves conservées, donc ça, c'est celles qui sont fournies pour le traitement des écarts. Donc vous les mettez bien dans le fichier partagé, dans le dossier Drive. Et bah, si jamais il y en a que vous ayez confirmé, enfin que vous ayez comment dire, conservé, il faut bien les supprimer. Donc voilà, il ne faut pas oublier, vous avez signé une charte de confidentialité et ça peut se retourner contre vous si jamais il se passe quelque chose par rapport au traitement des docs. Je vais passer la main à Jimmy pour la fin de ce débriefing. Alors, merci Tanguy pour la clarté de tes explications sur les différents indicateurs. Je pense que c'est très intéressant et très important. Alors, de toute façon, vous retrouverez dans une vidéo plus détaillée d'une bonne heure et demie environ dans la plateforme de qualification l'ensemble des éléments pour chaque indicateur, voilà, de manière encore plus complète que ce que vous avez pu trouver ici. Donc, dernier rappel des bonnes pratiques, c'est par rapport au constat, comme l'a dit Tanguy. Bien sûr, le constat d'écart doit toujours faire référence à un risque et au niveau attendu du référentiel. Donc, tout constat doit être formulé au fur et à mesure de l'audit afin d'établir un climat de confiance et de transparence. N'attendez pas la fin de l'audit pour dire à votre audité, ben, vous avez 5 mineurs et 4 majeurs. C'est mieux quand vous la décelez tout de suite, c'est mieux de leur dire, bon, bah, écoutez, là, au regard de ce que vous m'avez présenté, moi, je constate qu'il y a quand même un écart par rapport aux attendus du référentiel. Le constat, c'est ça. Donc, bon, je vous préciserai ça à la fin de la réunion de clôture avec un libellé précis pour que ce soit clair pour vous. Mais au moins, on dédramatise un petit peu la situation, on dégonfle le ballon de stress chez l'audité et ça permet qu'il ne perde pas ses moyens puisque, rappelez-vous, on est quand même en face d'un public qui n'a pas du tout l'habitude de l'audit qualité. Et de plus en plus courant 2021, puisqu'on a finalement, là encore, jusqu'ici, les bons élèves, entre guillemets, qui se sont réveillés assez tôt par rapport à l'exigence Calliope. Ce sera de moins en moins le cas au fil de l'eau et on risque d'avoir des confrontations sur certains écarts. Donc, on ne délivre pas de non-conformité sur la base de risques futurs, hein, on audite vraiment à l'instant T. Et ça, c'est très important. Et bah, toujours pareil, on remet encore une couche sur ce point-là, c'est que le libellé d'écart doit être clair, précis, factuel, objectif, et il doit faire référence à l'exigence du référentiel. On précise aussi, ça c'est important, on précise les noms des éléments de preuve qui engendrent une non-conformité. Si par exemple l'écart, c'est qu'on constate une absence de prérequis, oui, mais sur quel document? Est-ce que c'est un programme de formation? Est-ce que c'est sur une page web? Donc, on précise sur quel document, sur quels éléments de preuve on a engendré une non-conformité. Et donc, en parallèle, bien sûr, on précise ce genre d'éléments. Autre bonne pratique, bien sûr, lors de l'audit, relisez-vous. On a trop souvent de grilles d'audit où on a des mots qui sont tronqués ou des petites fautes d'orthographe. Donc, on fait quand même un travail, nous, de relecture qui est assez complet. On n'est pas comme chez d'autres certificateurs où voilà, vous avez 2 heures de temps de travail derrière après chaque audit. Donc, jouez le jeu de votre côté. Renvoyez-nous des documents qui sont propres et notamment par rapport aux fautes d'orthographe et par rapport à la qualité rédactionnelle qu'on vous demande dans le libellé d'écart. C'était aussi important pour vous dans votre notation en tant qu'auditeur qualifié.
Donc, la cohérence, bien sûr, à vérifier entre le nombre d'indicateurs que vous auditez et le nombre présent sur le rapport ou sur le tableau des non-conformités. La feuille d'émargement, bien sûr, puisqu'à la fin de l'audit, vous devez signer la feuille d'émargement. Ce n'est pas uniquement à l'organisme audité de le faire, donc vous devez le faire. Et donc, si vous êtes sur 1 jour et demi d'audit ou sur 2 jours, c'est bien une signature par journée d'audit. Donc, par rapport aux revues des dossiers, alors ça, Tanguy pourrait vous en parler également. Les revues de certification sont toutes réalisées par Tanguy. Donc, il passe en revue l'ensemble des dossiers de A à Z. Il revérifie les grilles d'audit, il revérifie les non-conformités. Et donc, tous les clients sont contactés lorsqu'ils sont certifiés pour leur demander un retour concernant leur satisfaction sur le déroulé de l'audit. C'est la base, ça constitue vraiment le socle d'amélioration continue et de performance de notre société, puisque on considère bien sûr que la satisfaction des clients est notre priorité. Hein. Chez Certifopac, l'idée, c'est vraiment, voilà, c'est pas d'avoir 5000 certifiés de Calliope. On vise quand même de la qualité plutôt que du volume. Et donc, au final, on s'inspire de ces éléments pour ensuite émettre nos avis sur la qualité de la posture de l'auditeur, du savoir-être, du savoir-faire également. Alors, bien sûr, en parallèle, tous les auditeurs sont contactés à la fin de chaque premier audit dans une optique d'amélioration également, mais aussi dans une optique de progrès, puisque une attention particulière vous sera donnée sur le respect des délais, sur le libellé de la grille d'audit ou des non-conformités ou d'autres choses. Donc, on n'hésitera pas, bien sûr, si manquement il y a, à vous le signaler et à agir en conséquence par rapport à la qualification, même si vous êtes déjà habilité depuis un petit moment. Alors, on voulait revenir aussi avec Tanguy sur une notion qui est très importante pour nous, puisque, alors pour tout vous dire, hein, nous, par rapport à ce point-là, on est très content puisque on peut se targuer d'avoir des taux de satisfaction qui sont très élevés sur les audits que l'on a réalisés en 2020. On a des taux de satisfaction qui sont à plus de 90%, voire 95%. Vous pouvez aller voir sur la fiche Google, on est encore à 5 étoiles. Alors, on espère le rester le plus longtemps possible. Et nous avons eu 0 plainte, donc 0 plainte ou 0 réclamation client sur 2020. Donc, ça prouve quand même qu'on a un process qui est solide, qui est structuré et qui est cohérent, compétent et en accord par rapport aux attentes de la clientèle sur la certification Calliope. Nous n'avons pas le même niveau d'exigence que d'autres acteurs sur le marché. Alors, je vais citer aucune personne ici, bien sûr, mais tout ça pour vous dire qu'en fait, l'idée générale, c'est de se protéger. Donc, c'est pour ça qu'on est très exigeant et très attentif avec Tanguy à vous alerter sur tous ces points-là. Donc, ça, c'est plutôt sur la partie interne, hein, c'est plutôt sur la partie fonctionnement de nos process et de nos outils. Mais protégez-vous aussi en externe. Protégez-vous si vous êtes sur les réseaux sociaux, si vous êtes sur Internet, sur Facebook, sur LinkedIn ou sur Twitter. Vous avez peut-être déjà consulté des échanges dans les commentaires entre des consultants, entre des certificateurs, entre des clients certifiés ou en cours de certification. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un climat qui est assez tendu sur les réseaux sociaux, où c'est un petit peu la course à l'échalote entre celui qui va démonter l'autre le plus vite possible, et ainsi de suite. Donc, alors nous, bien sûr, notre position est très claire, c'est qu'on ne rentre pas dans cette guerre-là. On est visible, on est très bien visible sur Google et on a d'autres canaux de communication qui sont très performants. Donc là-dessus, voilà, on a nous un rôle de veille pour vérifier ce qui se dit bien sûr sur Certifopac et on considère que ce qui se dit déjà en bien, donc ça nous correspond et ça nous va très très bien. Mais on voulait vraiment vous dire que protégez-vous et tout ce qu'on vous dit là, c'est finalement pour éviter que des clients, par exemple, remettraient en question certains constats d'écart ou seraient incités à déposer des plaintes par le consultant qui l'a accompagné parce que l'écart en question n'est pas clair. Voilà. Alors, ce qui peut être légitime, bien sûr, et c'est pour ça aussi qu'on est très vigilant sur les constats d'écart, parce que si on ne le fait pas, derrière, c'est la porte ouverte à des plaintes ou à des remises en question permanentes de la part de clients certifiés ou en cours de certification. Donc,
Soyez bien conscient que les audits Calliope sont très surveillés de manière générale. On est dans un marché qui est nouveau, qui est régi par le ministère du Travail, qui n'a pas l'habitude de ce genre d'audit selon une norme ISO 17065 avec une certification de processus. C'est aussi une nouveauté pour eux, donc il y a des choses qui prennent le temps de se mettre en place. Les organismes auxquels vous pouvez avoir affaire sont potentiellement formés par des consultants sur le déroulé de l'audit, le périmètre, les types de preuves qu'un auditeur peut ou ne doit pas demander. Donc, attention, le piège, c'est d'arriver lors d'un audit et d'avoir un consultant qui va vous expliquer votre travail à votre place. Donc, il faut être quand même solide et il faut quand même bétonner l'argumentaire que vous allez développer dans le cadre de vos audits. Alors, nous, on vous communiquera déjà si l'organisme est accompagné ou pas, mais voilà, ça peut être sujet de stress aussi pour l'organisme parce que la certification est vitale chez eux pour la plupart. Donc, comment s'en prémunir très vite? Soyez rigoureux au regard des consignes qui sont communiquées par notre équipe, donc au travers des outils et au travers de la posture. Restez impartial, restez factuel et restez objectif sur l'instant T. Restez en veille aussi sur tous les éléments qu'on vous donne sur la plateforme de formation, mais aussi au travers de ces webinaires. Ne pas hésiter à nous contacter, de prendre contact notamment avec Elodie pour toute difficulté sur vos missions. Ne pas prendre d'initiative sur notre accord et bien sûr, rester méfiant puisque malgré les compétences de chacun, personne ne maîtrise à 100%. Hein, ce serait mentir que de dire qu'on est tous experts sur le référentiel, puisque un peu d'humilité ne fait pas de mal. Hein. Nous sommes sur un nouveau marché. On n'est pas sur un marché comme la ISO 9001 qui a déjà 20 ans d'ancienneté ou plus sur le référentiel. Donc ici, on est sur un nouveau marché. Et donc, attention. Voilà. Dans le cas où une plainte envers un auditeur sera émise et si celle-ci s'avère avérée après une enquête, bien sûr, Certifopac n'aura que d'autres choix que de procéder à une sanction qui peut mener à terme au retrait de notre équipe d'auditeurs. Voilà, donc là-dessus, voilà, on vous donne vraiment toutes les clés. Maintenant, à vous de les respecter pour faire en sorte d'avoir des missions et surtout d'avoir des taux de satisfaction qui sont intéressants. Mener un audit Calliope, ce n'est pas mener un audit ISO, et même un audit au sens de système de management. Hein, la certification Calliope est une certification de processus et donc elle est soumise à la norme ISO 17065 qui n'est pas du tout la même que la 17021. Par exemple, en 17021, donc pour les normes ISO 9001 ou 14001 ou 45001, l'auditeur a le droit d'avoir de lister les points faibles et les axes d'amélioration en réunion de clôture, ce qui n'est pas le cas pour du Calliope. Donc, pour du Calliope, on va lister uniquement, alors à la rigueur, les points positifs et encore, voilà, mais on n'a pas le droit d'évoquer les points faibles ou les axes d'amélioration. Voilà. Pas d'approche risque-opportunité, mais uniquement une approche risque basée sur un constat à l'instant T. Toujours pareil pour éviter les potentiels conflits d'intérêts et les potentiels auditeurs qui se révéleraient être de meilleurs consultants que de meilleurs auditeurs. Voilà. Donc, ne pas demander et garder des preuves à l'organisme, hormis celles qui sont nécessaires pour le traitement des non-conformités. Donc, il y a quand même de gros changements, de grosses modifications entre ces deux référentiels d'accréditation. Par rapport à la posture, alors, une question assez classique, c'est comment gérer un client qui n'a pas préparé l'audit et qui ne dispose pas de preuves à fournir à l'auditeur sur la très grande majorité des indicateurs audités. Alors, si ça se passe, bien sûr, tout simplement, vous lui rappelez l'arrêté du 6 juin 2019 qui précise que l'organisme audité s'engage à disposer des preuves le jour J et donc en cas d'absence, cela fera l'objet d'une non-conformité. Voilà. Si c'est le cas et si vous vous rendez compte qu'il y a plus d'une dizaine de non-conformités, dans ce cas-là, bien sûr, vous faites un petit SMS ou un mail à notre équipe pour faire remonter ce point et on prendra le temps de reprendre contact avec le client pour lui expliquer la suite du process parce que si ce cas-là arrive, très souvent, je dirais 9 fois sur 10, ça va nécessiter un audit complémentaire, donc à ces frais qui n'est pas inclus dans la prestation de base. Comment gérer un client stressé?
Eh bien, tout simplement, en ayant une posture qui soit à la fois bienveillante, objective et impartiale, peu importe le profil de l'audité. Nous avons, parmi nos clients, des structures qui sont très hétérogènes. C'est-à-dire on va pourquoi pas vous missionner sur, des petites structures, c'est-à-dire des formateurs indépendants qui n'auront peut-être pas forcément un local, qui n'auront peut-être pas forcément l'habitude de l'informatique ou, de pratiques, voilà, de la formation à distance ou ce genre de choses. Il est du devoir de l'auditeur de s'adapter à l'organisme audité et de ne pas auditer un auto-entrepreneur comme on auditerait un organisme de formation avec 30 salariés. Hein. Alors, c'est pas qu'on sera moins exigeant sur le respect du référentiel, c'est qu'on n'ira pas forcément auditer le même élément de preuve à chaque fois. Voilà, donc c'est aussi faire preuve d'humilité et faire preuve de considération face à un organisme pour lequel, je le répète, la démarche qualité est une chose nouvelle et donc qui se lancerait dans une aventure qualité pour la première fois. Bien sûr, le contexte économique avec la crise sanitaire que nous vivons est également une source de stress supplémentaire pour eux, car euh, pour bon nombre, l'avenir de leur activité dépend de la certification Calliope. Donc, restez compréhensif si vous observez ce genre de cas. Voilà. Pour terminer, on a presque fini. N'oubliez pas que donc, vous disposez en accès libre la plateforme de formation avec tous les éléments. Donc ça, c'est vraiment voilà, pendant toute la durée de vie de qualification chez nous. Vous avez accès aussi à tous les modèles de mail pour vous guider dans vos échanges avec les clients. Vous avez aussi notre site qui est une mine d'or pour les informations dans le cadre de votre préparation. Vous pouvez me contacter personnellement ou même, alors c'est plutôt Elodie maintenant pour toute question sur l'audit de qualité et Calliope plus particulièrement. Et bien sûr, vous inscrire sur le webinaire de LearnyBox avec bien préparé mon premier audit. Voilà. Alors, par rapport à votre qualification, si vous souhaitez rester dans notre vivier d'auditeurs, il est nécessaire de participer à au moins une réunion d'harmonisation par an. Je vous rappelle aussi que la réunion est enregistrée, mais votre présence est fortement conseillée et fait partie intégrante de votre développement et surtout de votre maintien des acquis en tant qu'auditeur, surtout là dans ces premières années d'exercice, puisque vous l'avez vu, le socle réglementaire a changé régulièrement, a été complété de manière périodique en 2020 et donc il est nécessaire de mettre à jour ces connaissances dans le champ de la certification Calliope. On peut vous en parler très rapidement. Nous sommes dans une phase de recherche et développement très importante chez Certifopac avec une forte capacité d'innovation. Et on a une petite surprise pour vous qui sera prête, on l'espère, à partir de février-mars avec un logiciel SaaS unique et spécialement conçu dans la réalisation des audits Calliope. On vous donnera très vite plus d'informations puisque vous pourrez la tester lors d'audits et vous nous ferez remonter les différents éléments pour qu'on puisse avoir la meilleure plateforme du marché. Je répète bien sûr les vœux de santé pour cette nouvelle année. On vous remercie pour votre engagement, on vous remercie pour votre disponibilité, pour votre sérieux dans le suivi des informations que nous communiquons au fil de l'eau depuis maintenant notre création en 2019. Voilà. Très bon visionnage, très bonne fin de journée à vous. Et n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, à les soumettre dans le chat. Elles seront traitées et nous vous répondrons dans les meilleurs délais. À très bientôt.